Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour Dafresh, rebonjour tout le monde, rebonjour René Ruth. Comment ça se passe? Ça va très bien. Et la politique? Il y a quand même un peu de mouvement. Des rebondissements. Ouais, il y a quand même un peu de mouvement en politique. Vous savez que cette semaine a quand même permis d'avoir... Là, ils sont contents. Ils partent seulement à Port-Gentil. Seulement à Port-Gentil, vraiment. Les gens qui me dépassent, vous partez là à Port-Gentil, ouais, à côté. Ouais, ils changent d'air. C'est pas grave, ils changent d'air. Quel air? Il y a le riz-popo là-bas. Ouais, il y a le riz-popo, il y a le carrefour. Là où il y a les horloges, on appelle ça comment? Carrefour Tobia. Voilà, c'est le meilleur carrefour à Port-Gentil. Là où il y a les horloges. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, en politique, au CLR. C'est pas au CLR, c'est qu'on a eu le 2 mars dernier une communication du président fondateur du CLR, notamment le général Jean-Boniface Asselé, qui a décidé d'exclure définitivement. Cette fois-ci, c'est définitivement la déléguée ou l'ancienne déléguée générale, Dr Nicole Asselé, des rangs du CLR, parce que cette dernière, ça, du moins, serait dans un processus qui tend à, on va dire, à créer un environnement pas très très propice au développement ou à la fraternité au sein du parti, parce que à un moment, à la collégialité dans le parti, parce qu'il y a un certain nombre de grèves qui lui sont portées, entre autres l'insubordination, l'organisation d'un certain nombre de rencontres au niveau du directoire sans en informer le président, mais également le fait qu'il y ait certains de ses collaborateurs qui manqueraient de respect au président fondateur. Donc un certain nombre de grèves qu'on connaît déjà au niveau des médias, parce que ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes dans ce va-et-vient depuis 2019 que Nicolas Asselé a été porté à la tête de la délégation générale du CLR. On est dans ce mouvement de va-et-vient où chacun de son côté fait quand même des sorties pour indiquer qu'on est dans une situation presque de conflit. Un mouvement de va-et-vient. Oh mon Dieu. Tu as un langage, tu as un champ lexical sexuel ce matin. Aïe, c'est pas possible. Aïe. Je te reconnais pas. Dans ces eaux-là. Si ça a prêté à confusion, je m'en excuse. Mais n'empêche que quand on suit cette actualité, on se rend bien compte qu'on ne va pas en sortir de sitôt, parce que dès que on a eu vent de la communication, du moins dès qu'on a pris connaissance de la communication du président général Jean-Boniface Asselé, il s'est trouvé que le docteur Nicolas Asselé, elle aussi en retour, elle a fait une communication dans laquelle elle venait contester cette décision du président fondateur, en disant qu'elle n'était pas en accord avec les statuts, mais également elle n'était pas en conformité avec l'esprit du congrès de 2019, qui avait quand même plus ou moins entériné un certain nombre de mesures devant du moins faire en sorte que chacun au sein du parti connaisse quelles sont ses prérogatives. Et à ce titre-là, le Jean-Boniface Asselé n'avait pas la prérogative, ou n'a pas la qualité, et encore moins la prérogative de pouvoir prononcer son exclusion du parti, parce que ça aurait pu se faire d'abord. Ça devrait se faire au cours d'un congrès, parce qu'elle a été élue au cours d'un congrès. Ensuite, elle menace quand même le Jean-Boniface Asselé de ce que si d'aventure cette situation perdure, elle est en mesure de le hester en justice, donc porter plainte auprès des autorités compétentes. Et d'ailleurs, dans sa communication, du moins ça l'aide fait quand même, il y a une ampliation au ministre de l'Intérieur. Ça sous-entend qu'elle est prête à en découdre avec le père pour pouvoir plus ou moins continuer à assumer sa charge, du moins la charge qui lui a été confiée par les militants du CLR lors du congrès de 2019. Et ce congrès-là, on l'a dit la dernière fois, avait pour mission de préparer le parti pour les scrutins à venir, notamment après les élections locales. Et on voit aujourd'hui que nous sommes en face d'une situation qui doit conduire à un nouveau processus, ou à de nouveaux processus sur le plan électoral, notamment l'organisation de l'élection présidentielle, l'organisation des élections législatives et des élections locales. Et à ce titre-là, le CLR entend se mettre dans une posture où il devrait compter parmi
au moment de la présidentielle, les grands soutiens du candidat qui sera celui désigné par la majorité et pourra plus ou moins jouer sa carte et continuer à travailler pour être le parti qui pourrait être la locomotive même de cette majorité. Parce qu'on sait que il y a un passé récent, on ne cesse de le dire, le CLR était quand même la deuxième formation politique au niveau du Parti démocratique gabonais. Et aujourd'hui, avec la fusion-absorption qui a intervenu avec le Parti Rénovation des Valeurs et le SDG, eh bien, on voit dont les membres ont fait corps avec le Parti démocratique gabonais. Ça sous-entend que le CLR, avec ses élus, même sur le plan local, est de nouveau aujourd'hui quand même un parti sur lequel le Parti démocratique gabonais peut compter et pouvant permettre à ce qu'il y ait une nouvelle victoire à l'élection présidentielle. Mais surtout également travailler à pouvoir glaner des voix, sinon aller à la conquête du terrain pour les élections locales et des législatives pour permettre à ce qu'il y ait une assise, du moins qu'on donne au parti cette envergure nationale qu'il avait hier et qu'il retrouve véritablement cette envergure parce que jusqu'aujourd'hui le CLR, je crois, n'a qu'un seul député, notamment Franck Atabi du département de la Zadie, donc de Mekambo. Et aujourd'hui, le parti a besoin de continuer. Il n'est pas. Il est du PSD, pardon. Donc, il y a aujourd'hui qu'on a besoin d'un CLR suffisamment fort sur le terrain pour pouvoir affronter les prochaines échéances électorales parce qu'on a besoin d'un engagement des militants, mais surtout resserrer les rangs. Or, il se trouve que la guerre, on va dire, des prérogatives qu'il y a entre le président fondateur et la déléguée générale ou l'ancienne déléguée générale, eh bien, ça ne rassure pas les troupes parce que ça crée quand même des désenchantements parce que beaucoup ne comprennent pas forcément ce qui se passe actuellement. Est-ce que Jean Boniface Assélé est réellement prêt à abandonner un certain nombre de prérogatives qui lui reviendraient de droit pour permettre à Nicolas Assélé de restructurer le parti et de faire en sorte que ça devienne une réelle machine électorale qui permettrait à ce que cette formation puisse de nouveau compter pleinement en ce qui concerne le paysage politique national. Donc, c'est ce qu'il ne veut pas. On ne sait pas. Parce Comment on ne sait pas ce qu'il veut? On ne sait pas parce que personne ne sait concrètement ce qu'il veut en réalité. Parce que ce qu'il dit à chaque fois qu'il y a des remous comme ce qu'on vient d'enregistrer, il explique souvent qu'il y a envers sa personne l'expression d'un certain mépris. Bon. Est-ce que c'est parce que on organise un certain nombre de rencontres au sein de la délégation générale, du moins est-ce que tu as cherché à rencontrer M. Jean Boniface? Pas encore, j'avoue que pas encore. Et depuis qu'il y a ces soubresauts politiques au sein du CLR, tu n'as jamais tenté de rencontrer? Mais tu sais très bien qu'il y a passé encore, on a invité des membres du CLR ici, notamment. Mais il faut aussi aller vers lui. M. Joe Dabani, le conseiller du président, sauf que avoir le président... C'est un homme qui aime bien les médias. Tu peux lui faire une interview à domicile. Ou je veux bien. Dans un cadre où lui-même il désire. Je veux bien, mais très souvent, lorsque j'ai formulé les invitations, c'est souvent M. Joe Dabani qui a toujours été envoyé, qui est le conseiller du président, comme je le disais, qui a souvent été envoyé, donc délégué, pour parler au nom du président. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que je devrais encore chercher à avoir un peu plus du moins, à l'avoir à nouveau sur le plateau. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est clairement dans une situation, parce que ce qui revient de plus en plus dans les griefs qui sont portés à l'endroit de Nicolas Assélé, c'est beaucoup plus l'absence de respect à l'égard du président fondateur. Elle ne respecte pas son père. Pas seulement elle, mais ses collaborateurs directs, parce que... je ne pense pas. Mais c'est ce qui est écrit dans la lettre d'exclusion. Quand je vois le docteur Nicolas Assélé, c'est une personne qui a un respect très présent. Ça peut ne pas être elle-même. Quel que soit l'individu qui est en face d'elle. Ça peut ne pas être elle-même, comme tu le dis, très bien, parce que au-delà d'être dans le parti, c'est Jean Boniface Assélé, c'est quand même le père de Nicolas Assélé. Donc, à ce moment-là, au-delà de la filiation politique, il y a la filiation naturelle liée, du moins en rapport avec les liens de sang. Et à ce moment-là, il serait difficile pour Nicolas Assélé d'aller frontalement sur le plan... sur le plan du père. Tu sais que dans nos familles, à un moment, on néglige un peu le père. Quoi. Bon, tu es vieux, le boss, moi, je vais gérer et tout ça. Ça, c'est naturel. C'est naturel. Ça n'a même rien à voir avec la politique. Ouais. En général, c'est comme ça. Quand tu vois que ton père a pris de l'âge, tu prends les devants. Et souvent, dans ce cadre-là, les papas, ils se sentent un peu lésés qu'on veut déjà m'écarter. Oui.
police. C'est ce que j'ai mis en place. Mais sinon, c'est naturel. Chez nous, les êtres humains, c'est naturel. Je suis d'accord avec toi. Donc peut-être c'est ça, mais elle doit rassurer son père que c'est certainement non, papa, je t'aime, ne t'en fais pas. Je serai toujours là. Tu seras toujours là. Voilà. On va pas finir comme les Le Pen. Voilà, je serai toujours là. En Afrique, on n'emmène pas les parents à la maison de retraite. On les garde avec nous à la maison. C'est clair. Donc, ce qui est sûr, c'est que certainement le docteur Nicolas Sellé, dans ses agissements, manque peut-être de tact pour rassurer son père quant à l'avenir du parti, quant à leurs relations personnelles aussi. Quant à leurs relations personnelles, mais surtout aussi, les réactions de Jean-Boniface Assélé pourraient ne pas être de son fait aussi, parce que on se souviendra qu'il y a un moment, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, il avait fait des communications sur sa radio au cours qui ont valu une intervention même de ses enfants qui sont allés tout fermer et ont décidé de lui interdire le passage à la radio. Donc à ce moment-là, il y a quand même aussi il y a le poids de la vieillesse qui est là. Est-ce que l'entourage immédiat de Jean-Boniface Assélé aussi ne travaille pas à pouvoir amener ces derniers à travailler sa fille au corps parce que à peine elle sort. Mais l'entourage, c'est ses enfants. Mais Mosley, à la fin de la lettre, a dit: j'ai été élu et non nommé à la tête de l'exécutif. Donc le parallélisme des formes exige qu'on respecte la même norme pour me déchoir de mes fonctions. C'est pourquoi j'ai parlé de congrès, parce que l'élection s'est passée au congrès. Comment une personne élue, tu vas l'enlever comme ça là? Le grand. Donc c'est pourquoi je disais qu'il peut y avoir, parce qu'il faut savoir que le CLR a fonctionné avec une certaine élite, et cette élite-là n'était pas forcément l'élite directe, donc qui a des relations consanguines avec Jean-Boniface Assélé. Et cette élite-là aussi peut vouloir aujourd'hui prendre la succession. Ça peut être une guerre de tranchées qui se sert, donc les uns et les autres peuvent se servir de Jean-Boniface Assélé pour pouvoir écarter sa fille, pour qu'eux ils arrivent à la tête du parti. Parce que quand vous avez fait 30 ans, depuis 90, avec quelqu'un, et puis du jour au lendemain, il vous annonce que c'est désormais ma fille qui va vous... du moins, on vous annonce que c'est désormais ma fille, que vous n'avez pas vu grande militante, parce qu'il faut quand même le souligner, le docteur Nicolas Sellé n'a pas été quand même mis... Genre la super militante du CLR. Il y a moins de 5 ans qu'elle est vraiment engagée, employée à pouvoir s'inscrire dans cette logique. Et d'ailleurs, beaucoup ont même l'impression que c'est après sa sortie du gouvernement qu'elle a commencé à lorgner le CLR pour en faire une estrade politique pour pouvoir continuer à exister dans le paysage politique national. Donc à ce moment-là, il peut y avoir au sein du CLR un certain nombre entre griffes des apparatchiks qui penseraient que le docteur Nicolas Sellé est une nouvelle venue et tout de suite elle est propulsée à la tête du parti. À un moment donné, elle prend des décisions parce que le sentiment naturel, c'est quand on arrive, on a l'impression que ceux qui étaient là avant ne faisaient rien. Donc on a toujours tendance à amener nos gens avec qui on a l'habitude de travailler et on pense qu'ils sont les meilleurs, mais parfois on peut se retrouver dans une situation où on prend des décisions qui ne sont pas forcément unanimes et qui n'arrangent pas tout le monde. Or la politique, c'est le jeu des compromissions. Il faut faire des compromis pour arriver à faire en sorte qu'il y ait une adhésion massive à ton idéologie, du moins à ta vision de comment diriger le parti et de comment on peut se projeter par rapport à l'ambition qui est celle du parti. Donc à ce moment-là, il peut y avoir, Jean-Boniface Assélé pourrait être un dommage collatéral parce que il y a des guerres en sourdine qui ne dit pas son nom, parce que simplement moi j'ai vu la dernière réunion qu'il a organisée, j'ai reconnu un certain nombre de cadres du CLR qui étaient à présent, et lorsque le docteur Nicolas Sellé organise aussi ces rencontres, il y a un certain nombre de cadres qui étaient avec le PEC qui ne sont pas là. Donc à ce moment-là, il peut y avoir des contestations en interne, mais dont le point d'orgue, donc de l'iceberg, qui est du moins la partie de l'iceberg qui émerge, n'est que le conflit qu'on voit entre Jean-Boniface Assélé et Nicolas Sellé. Donc à ce moment-là, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui, peut-être pour Jean-Boniface Assélé, s'il entend continuer à exercer de plein droit la destinée du CLR, de convoquer même un congrès extraordinaire et de clarifier sa position par rapport à Nicolas Sellé. Certainement qu'elle est un élément troublant dans le fonctionnement normal du CLR, mais il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une nouvelle rencontre qui statuerait sur l'avenir à donner à ces dernières, parce que
ce qui est clair, si elle s'arboute, c'est parce que derrière aussi, non seulement elle peut revendiquer l'héritage par rapport au fait que c'est son père, mais également on sait comment ça fonctionne dans le pays. Très souvent, on crée des partis parce qu'on dans l'espoir que quelqu'un puisse nous remplacer demain. Ou Jean Boniface Asselé est simplement dans une logique pour dire que son parti n'était pas un parti familial, c'est un parti qui doit exister au même titre que le PDG aujourd'hui, qui a vocation à être un parti national. Quoique, après la mort de son fondateur reconnu, un de ses fondateurs reconnu, Omar Bongo Ondimba, eh ben, il y a eu l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba. Même si on a enregistré aussi les mêmes contestations d'autres héritiers du PDG, dont les Barreaux Chambrier et consorts qui en sont sortis. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'avoir une lecture assez, on va dire, claire de la situation qui est en vigueur au sein du CLR pour pouvoir plus ou moins lire l'actualité de ce parti-là, parce que c'est quand même un parti qui est là depuis pratiquement 30 ans et depuis le début des années 90 et qui n'a jamais eu à faire un comeback. Du moins, les leaders n'ont jamais eu à faire des comebacks dans le PDG, à part quelques fois où un certain nombre de guéras qu'on a enregistrés. Par exemple, lors des élections présidentielles de 2016, on a vu un de ses responsables qui était arrivé à un grand niveau, vice-président, partir et est revenu par la suite avec le congrès qu'il y a eu en 2019. Donc c'est quand même dire que le CLR est resté constant, non seulement dans sa position au sein de la majorité, en soutien à Omar Bongo, en soutien à Ali Bongo Ondimba, mais également il faut qu'on lui donne cette ambition d'être un parti national, que de se restreindre dans l'environnement familial ou le cocon familial aujourd'hui, qui fait que quand on regarde un tout petit peu les uns les autres qui étaient là avant, peut-être se sentent désormais à l'étroit. Et si on ne veut pas créer une situation où on va avoir des départs simplement parce qu'on n'arrive plus à lire correctement la situation qui existe au sein du CLR, eh bien, Nicolas Asselé et son père devraient se retrouver, discuter et donner chacun le point de vue qui est le sien par rapport à comment il voit la gestion du parti. Et à partir de là, on sortirait de... Ouais, c'est bien, il y a le règlement, mais parfois, la survie d'une institution doit permettre à ce qu'il y ait des compromissions, et ces compromissions-là peuvent assurer la pérennité de cette formation politique. Deuxième actualité, c'est la sortie du porte-parole du gouvernement, qui est Madame Madeleine Baird, qui a fait une communication du gouvernement en rapport avec la dernière sortie médiatique de l'opposant Jean Ping. Vous savez que Jean Ping, le 28 février dernier, était sur les antennes de France 24, et au cours de cette allocution, il a dit un certain nombre de choses que le gouvernement entend du moins porter à l'attention de la justice. Donc on vous laisse écouter la communication. 2022. Lundi 28 février, invité sur la chaîne de télévision publique française France 24, M. Jean Ping a tenu des propos séditieux appelant de fait nos concitoyens à la violence en vue de susciter un coup d'État et évoquant même la possibilité d'une guerre civile. De tels propos gravissimes sont inacceptables. Ils tombent d'ailleurs sous le coup de la loi. Le gouvernement gabonais tient à rappeler son profond attachement à la légalité constitutionnelle et son profond respect des règles démocratiques qui prohibent toute action violente à des fins politiques. Le gouvernement tient à rassurer la population gabonaise sur le fait que leur sécurité est et sera pleinement assurée et la paix et la concorde garanties dans notre pays. Les propos de M. Jean Ping soulèvent également la responsabilité morale de France 24 en tant que diffuseur. L'appel au coup d'État et à la guerre civile ne relève pas plus que de la liberté d'expression, du droit à l'information, mais bel et bien d'une opération de déstabilisation. Au regard de la gravité des faits, susceptibles de recevoir plusieurs qualifications pénales, le gouvernement gabonais se réserve le droit de porter plainte auprès des autorités judiciaires compétentes. Je vous remercie. On voit bien, on vient d'écouter l'allocution, du moins la communication du porte-parole du gouvernement, Madame Edmé Madeleine Baird, et dans cette allocution, elle met en exergue un certain nombre de points
qui sont quand même de nature... On savait forcément qu'il y aura une réaction du gouvernement parce que lorsque Jean Ping dit qu'on va le dégager avant nous le dégagerons avant 2023 et qu'ils disent qu'il est prêt à appeler ses partisans à descendre. Donc là, on est dans un langage, du moins, on est dans un champ lexical qui appelle forcément au soulèvement, qui appelle à la contestation, pratiquement à la violence, et qui, pour le gouvernement, sont des propos séditieux et c'est un appel à la guerre civile et à des opérations de déstabilisation. Donc, on voit bien que derrière, il devait y avoir forcément cette communication parce que de ceux qui ont pu suivre la communication de Jean Ping, on a quand même senti derrière qu'il y avait une ambition de pouvoir faire appel à l'usage sous toutes les formes possibles de la violence. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation où est-ce que le gouvernement va finalement aller jusqu'au bout parce qu'ils disent qu'ils se réservent le droit. Est-ce que ce droit va aller jusqu'à porter plainte à Jean Ping? Quelles seront les répercussions par rapport à cette plainte? Et c'est bien qu'il souligne également la responsabilité morale de France 24 parce que le Gabon s'est construit sur la base du triptyque de la paix. De l'idée de la paix, la conservation de la paix, du moins de la promotion de la paix entre les peuples, parce que nous savons très bien, nous sommes une myriade de populations qui sont retrouvées sur un territoire, parfois de façon involontaire, parce que nous sommes le fruit de la division territoriale née de la colonisation. Certaines personnes n'avaient peut-être pas envie de se retrouver dans le même territoire que les autres, mais il y a eu un travail qui a été fait depuis les Yomba, celui de réunir les Gabonais aussi bien du nord que du sud, celui de faire en sorte qu'il y ait une certaine cohésion nationale qui arrive à s'instaurer, celui de construire l'idée de nation au Gabon, parce que c'est quand même encore une chose qui est difficile à construire aujourd'hui. Et tout le long du magistère d'Omar Bongo, son travail a été de casser les barrières culturelles et même voire ethno-linguistique pour permettre à ce que il y ait un brassage de population. Pour ceux qui ont vécu dans les années 40, 50, 60 et même jusqu'aux années 80, il était difficile de trouver une femme du Sud mariée à quelqu'un du Nord ou une femme du Nord mariée à quelqu'un du Sud. Et aujourd'hui, on a une mixité culturelle qui fait que vous retrouvez des gens qui se revendiquent, par exemple, d'être fans du Haut-Ogooué, d'être fans de la Nyanga. Voilà. Donc, qui ont des noms composés avec des consonances. Composé, oui. Non, quand je dis composé, c'est-à-dire que. C'est composé. Tu as Iwenge Sono Ngema. Non, c'est le même nom. On a parlé de Iwenge Sono. On n'a pas mis Ngema à l'intérieur. Ah bon, hein? Voilà. Donc, quand vous avez des gens qui se reconnaissent, par exemple, de père Mienné ou de mère Fan ou de père Pounou, de mère on va dire quoi, Obamba, à un moment donné, il est difficile qu'un discours comme celui-là germe un tout petit peu ou qu'on l'apprécie correctement dans l'esprit du Gabonais qui est habitué à cette convivialité, à cette situation de bonne entente qui existe désormais entre les peuples, même si c'est vrai, comme le dit souvent, et je l'avais déjà dit ici en 2015 lorsqu'il s'agit de la préparation de l'élection présidentielle de 2016, qu'on a souvent tendance à croire que c'est la présidentielle qui envenime les relents identitaires dans le pays, parce qu'à chaque fois qu'on est à l'approche d'une élection présidentielle, les gens, du moins des acteurs politiques, sortent du bois, font des discours tonitruants et parfois à l'emporte-pièce et qui ont tendance à réveiller parfois les blessures du passé ou encore ce sentiment de repli identitaire, de communautarisme et qui finalement fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec des situations de violence accrues à la suite des élections présidentielles, comme les enregistrés en 2009, comme les enregistrés en 2016 et même bien avant, parce que simplement, le politique aujourd'hui fait usage. Mais c'est le politique qui fait usage de ça et c'est la preuve, ce que Jean Ping fait. C'est une preuve palpable. Et on est pratiquement dans cet état d'esprit de croire que Jean Ping, peut-être, il était dans un esprit de communication politique, mais il ne sait pas exactement quelle est la répercussion que ça peut avoir au sein de la population, comment les gens reçoivent les messages qu'il envoie, parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, personnellement, je trouve que
plus ou moins, ce n'est pas un discours à tenir de la part d'un leader. Il a envoyé un certain nombre de messages à ses militants en disant on ne volera pas la victoire, comme le rappelait ici notre analyse politique. Nous avons un agenda et pendant longtemps, il a dit qu'il sera à la présidence de la République. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'actes que Jean-Ping a eu à poser qui sont anti-républicains, mais qu'on a accepté. On se souviendra par exemple lorsqu'il s'est agi de la prestation de serment d'André Ombobam à la suite de l'élection présidentielle de 2009, il avait été traqué jusqu'à ce qu'il allait se réfugier dans les locaux d'un des membres de l'Organisation des Nations Unies, je crois le PNUD. Il s'est réfugié là-bas parce qu'il craignait pour sa vie. Mais on a Jean-Ping qui a prêté serment. Chaque 31, il fait des allocutions. Et d'ailleurs, ça devient... Et il a employé un champ lexical très violent en 2016. Les cafards, on va les dégager. Autant de choses qu'il a eu à mettre en exergue qui ne sont pas de nature à apporter de la sérénité dans le pays. C'est vrai, il y a une situation qui ne dit pas son nom. Il y a beaucoup de manquements de la part des engagements qui ont été pris par le pouvoir actuel auprès des populations. Par exemple, à faire en sorte que chaque Gabonais puisse jouir de la juste rémunération de son travail, avoir un emploi, un logement décent, les routes, la santé. Oui, tout ça existe. Mais est-ce le moment de titiller la fibre guerrière des uns et des autres pour qu'on tombe dans cette barbarie qui ne dit pas son nom? Parce que très souvent, on sait quand on peut déclencher un mouvement, mais pour l'arrêter, c'est souvent compliqué. Et donc, tu penses que le gouvernement va faire quoi? Ce qui va se passer, je pense, c'est que le gouvernement va certainement, pour l'histoire, porter plainte à Jean-Ping et à France 24 parce que c'est la menace qui est brandie. Donc, puisqu'ils interrogent la responsabilité morale de France 24 en tant qu'organe de diffusion de cet entretien, et à ce moment-là, on verra ce qu'il en sera. Mais je ne pense pas. Jean-Ping a un certain âge. Jean-Ping est aujourd'hui, je ne vais pas reprendre les mots de M. Simamba qu'on a reçu ici. Jean-Ping quand même connaît une certaine contestation même au sein de l'opposition de la part de ses, de ses collaborateurs d'hier, de ceux qui ont fait corps, ses partenaires politiques d'hier. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouveaux leaders qui émergent. Et cela crée quand même un besoin de pouvoir mettre sur les rails une nouvelle vision qui pourrait plus ou moins continuer à attirer l'attention des populations vers sa personne. Ensuite, il y a que quand on regarde le paysage politique, et je le dis depuis pratiquement 2016, on vit un clivage qui ne dit pas son nom. Et souffler sur cette idée, du moins souffler sur des braises, et faire en sorte que la partie de la population qui est réellement aujourd'hui en situation de déphasage total avec ce qui se passe au niveau de l'État, eh bien, ça peut déclencher une situation dont les conséquences ne seront pas plus ou moins supportables par les uns et les autres. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait n'est pas apprécié par beaucoup. On voit comment beaucoup de personnes, aussi bien dans la société civile... Attends, mais je comprends tout ce que tu dis, mais pourquoi France 24 le laisse parler comme ça? Bon, est-ce que c'est... Tu sais, on est dans un monde... On est dans la communication. Et Jean-Ping, c'est un leader politique. Jean-Ping a quand même été une haute personnalité sur le plan international et sur le plan local. Il a occupé de hautes fonctions au niveau du pays, mais également à l'international. Il a dirigé quand même la commission de... Donc quand il sort ce genre d'expression, il sait ce que ça peut coûter? Oui, il sait. Normalement, il sait. Il devrait savoir. Je ne dirais pas qu'il fait exprès, mais il devrait savoir. Parce que je ne veux pas aussi me porter... me faire être membre, du moins me faire procureur. Je ne suis pas procureur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il devrait savoir ce qu'il fait lorsqu'il prononce un certain nombre, certains mots qui vont à l'adresse des Gabonais et par rapport au contexte qu'on vit en ce moment, avec la cherté de la vie, le coronavirus qui est venu et branler pratiquement notre économie. Pourquoi il ne parle pas de ça, de ces situations sociales? Il parle de la violence, la guerre, dégager le président. Parce que certainement dans son entendement, il reste constant avec ses engagements, l'engagement qu'il a eu à prendre auprès de ses militants, c'est de dire je serai président de la République et je vais récupérer le fauteuil présidentiel. Avant 2023. Avant 2023. Maintenant, comme je le disais dernièrement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a entendu beaucoup de discours sur l'état de santé du président.
Et cela donne quand même des envies aussi d'espérer qu'il pourrait arriver. Mais la réalité... Donc il veut saisir l'occasion. Certainement qu'il est en train de vouloir saisir l'occasion. Mosley, on est en train de prendre de l'heure. Oui. Troisième info avant de se séparer. La dernière actualité, Si on reste sur Jean-Ping, là, on va passer. La dernière actualité, elle concerne évidemment la sortie, je ne sais pas si je peux dire une fuite ou encore le fait de chercher à clouer le bec à René Desmaisons-Aubian, parce que vous savez, pour ceux qui sont sur les réseaux, il y a eu la publication de la lettre qu'il avait adressée le 9 décembre 2019 au président de la République, lui demandant de pouvoir le nommer au poste de vice-président de la République. Est-ce qu'elle est authentique, cette lettre? Elle est signée. Et il y a mais elle est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est une imitation ou un montage? Mais elle n'a été contestée par personne. Mais qui t'a dit? Est-ce qu'elle a été approuvée par quelqu'un? Si déjà elle circule et que... On peut faire circuler un truc? Oui, mais à ce niveau... Est-ce que quelqu'un a dit oui, on reconnaît c'est une vraie lettre? Pour que quelqu'un vienne dire non, on ne reconnaît pas c'est une fausse lettre. Pourquoi vous partez toujours de la contestation? Pépé aussi fait ça. Pépé, l'Union a dit tel truc sur l'Afrique à foot. Est-ce que l'Afrique à foot a confirmé ou contesté? Il répond comme ça. Non, moi je suis pas dans la logique. Moi je suis dans le factuel. Le factuel ici, c'est que René Desmaisons, il y a eu une rumeur le 2 mars qui indiquait que il a l'intention de sortir du Parti démocratique gabonais. Mais il vient de faire absorption. Parce que il a eu les promesses qui lui ont été faites n'ont pas été respectées. Ah d'accord. Donc il n'est pas parti dans le PDG par conviction, il est parti dans le PDG par promesse. Je vous ai dit à plusieurs reprises que la politique c'est un jeu d'intérêt. On n'y va pas simplement pour les beaux yeux de celui qu'on va retrouver. Non, on y va pas pour le bonheur des populations. Le bonheur des populations vient après. Ah bon? Oui. D'accord. C'est quand on est déjà arrivé au siège qu'on se dit bon, il faut quand même que je nourrisse 2 moutons, 3 pelés, 3 tondus et puis on avance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que après cette communication, du moins la parution dans la presse de cette intention de sortie du PDG, qui a d'ailleurs été démentée dans la même journée, parce que l'ancien porte-parole de Démocratie Nouvelle, qui est le parti de René Desmaisons, Jonathan Tutumungom, a eu à resituer les choses en indiquant qu'il n'y avait nullement l'intention du côté de René Desmaisons ou encore de ses collaborateurs et moins encore de ses militants de sortir du Parti démocratique gabonais, parce qu'ils ont pris un engagement et comme dit une contemporaine, Karine Arissani, un engagement est un engagement, et cet engagement aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis en exergue, ne permet pas à Desmaisons aujourd'hui de penser un seul instant de sortir du PDG. Ensuite, il y a que, comme tu l'as si bien souligné, il venait d'avoir la fusion-absorption, sauf qu'il y a eu une communication du PDG récemment, laquelle indiquait une certaine procédure pour tous les partis qui avaient été, du moins qui absorbés. Qui avaient été absorbés, qui devaient faire en sorte que l'ensemble de leur patrimoine revienne au Parti démocratique gabonais. On s'est dit, est-ce donc que... si le parti avait les voitures, ça devait le faire, les voitures du PDG. Mais Dafresh, si tu es parti avec armes et bagages sur le plan intellectuel et sur le plan des militants, il faut aussi partir avec armes et bagages sur le plan du mobilier et de l'immobilier, parce que c'est le patrimoine du parti. Encore, il faut savoir si ces formations politiques, chacun avait quelque chose en rapport avec cet aspect-là, donc le mobilier et l'immobilier. Bah, bien sûr. Il y a des partis qui sont locataires. Donc, à ce moment-là, ils ne peuvent pas vous transmettre leur immobilier, leur patrimoine immobilier. Le contrat de bail. Ben c'est clair. On transmet ce qui est immobilier et ce qui est immobilier aussi. Oui, peut-être. Mais après... J'ai déjà transformé mon intelligence. Est-ce que vous recevez quelqu'un pour dépenser un peu plus sur lui dans le contexte dont on parle? Non. Mais si en dépensant, j'ai de la possession sur toi, je m'y mets. Donc, la discussion était autour de est-ce que ce n'est pas ces nouvelles indications du PDG qui ont peut-être plus ou qui peuvent avoir... Non. Les gars, c'est les techniciens depuis 50 ans. Vous venez avec vos petits trucs. Qui peuvent avoir
réveiller certains On te dit qu'au et dire que PDG, peut-être je me suis trompé et donc je PDG, sors de il y a là. des gars qui réfléchissent sur la politique matin, midi et soir. Tu entends? Mais c'est trop facile, fusion-absorption. Vous venez, ouais, fusion-absorption. Oui, on absorbe quoi? Mais on veut l'intelligence. Non. Bah ouais. Si je... L'intelligence et le nombre de personnes. Alors, Ben, j'ai une liste de militants. bien sûr. Mais pourquoi vous voulez prendre mon Et bâtiment, le matériel. mon Bah, building? mon frère, tu as dit qu'on fait la fusion. Pourquoi prendre mon J'ai pris building? l'exemple aujourd'hui, non? Que l'or et l'argent, quand tu veux les faire fondre pour les mélanger, tu veux faire un bijou en or et en argent. C'est fini. Hein? On vous absorbe, c'est la Jusqu'au fusion. building. Tout, on prend tout. J'ai transpiré pour avoir le building. Bah oui, tu Vous me viens. rendez le building. Tu as comment? senti qu'avec nous, tu peux aller loin. Et comment Tu ils ont nous donnes réagi le face à building. ça? Mais certainement que ça a suscité quand même des remous Le PDG, auprès de le ces PDG. personnes-là qui s'étaient déjà engagées. Quand tu dis le Ensuite, PDG, tu il y a le fait que La pieuvre. Ensuite, il y a le fait qu'on se retrouve au PDG jusqu'à maintenant, avec malgré ces fusions-absorptions, on n'a toujours pas, à quelques mois de l'élection présidentielle, l'organisation du congrès qui avait d'abord été annoncée en décembre et qui avait été annoncée. On finit d'abord les fusions. Mais les fusions sont presque terminées, il n'y a t'a plus, dit ça? d'adhésion, on Qui ne voit t'a dit plus ça? rien. Non, calme-toi. On n'en parle même plus. Calme-toi, tu n'es pas au parti. On n'en parle même plus. Tu n'es Peut-être pas aussi au- que ceux qui... Tu n'es Les pas... adhésions, maintenant, si individuellement On les gens finit vont... d'abord les C'est fusions une chose- et absorption. Après, maintenant, on organise le passe congrès. Mais le prochain congrès, dans 12 mois ou 13 mois, ce sera celui de désigner le candidat du parti. Mais c'est là où on peut tout gérer aussi. Ah, ben, moi, j'aurais voulu Ah, c'est pas toi qui veux compenser pour le building C'est depuis. pas toi qui veux pour le parti. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, les partis qui sont allés à la fusion-absorption se sentent un peu floués, se retrouvent dans une Ils situation ne se sentent pas où il y a floués. plusieurs Ils n'avaient interrogations. pas calculé ça. Ils ne se Est-ce- sentent pas Bon, floués. on parle de combien de partis qui ont été absorbés? Bon, il y a à peu près 4 si je ne me trompe René, pas. les gars n'avaient pas prévu la Oui. partie là. Il y a à peu près 4 et puis il y a des individus parce que vous avez le parti de René Desmezor, vous avez Hervé, vous avez SDG, vous avez le parti de Fefe Onanga et vous avez un leader de Langounier, donc de Fougamou, Massavala Mbumba, qui lui également a fait l'adhésion avec armes et bagages et 5 militants. Du moins, c'est les personnes qui le suivent. Donc, ce sont ces formations-là qu'on connaît officiellement. Après, il y a d'autres qui pourraient plus ou moins se greffer, mais toujours est-il que le PDG a quand même corsé un peu cette histoire d'adhésion, du moins de fusion-absorption, pour que les partis comprennent que ce n'est pas la blague, ce n'est pas de l'amusement. Uh-huh. Quand vous venez, il faut venir avec tout. Ne venez pas seulement nous dire on avait des militants, on était des hiérarques. Venez aussi avec tout l'actif et peut-être même le passif du parti. Bien sûr, on prend vos decks. Voilà, et permettre à ce que ça serve Parce que c'est un problème. à déployer le parti sur le terrain à tous les endroits où vous étiez important. Donc, à ce titre-là, donc il y a eu cette fuite-là de cette lettre-là que beaucoup aujourd'hui, au niveau de la présidence de la République, parce qu'une lettre, une correspondance comme celle-là, qui est quand même estampillée et confidentielle, devrait plus ou moins bénéficier de l'absence de publication ou de fuite. Mais non, si c'était une stratégie politique, ça relève quand même, ça peut quand même frustrer. Maintenant, à chacun de voir comment ils vont rattraper le coup pour faire en sorte que Desmezor fasse encore confiance ou qu'ils soient, les deux camps soient en situation de confiance. Mais n'empêche que la fuite dans la presse de cette lettre laisse quand même interroger le professionnalisme sur le plan politique et managérial de ceux qui ont reçu cette lettre-là et qui pourraient plus ou moins écorner un tout petit peu, on va dire, la réputation de l'entourage du chef de l'État, parce que c'est ce qu'on décrit aujourd'hui au pays, c'est qu'on a du mal, les gens ont du mal aujourd'hui à faire la différence entre le confidentiel et ce qu'on peut divulguer à tout vent. Or, la République fonctionne avec des codes et ces codes-là doivent être respectés. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se dit à lundi. Passez un bon week-end et surtout restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.